L'épanouissement est une recette composée de plaisir, de joie et d'une capacité de résilience. Catherine, cette phrase est extraite de ton livre. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Oui, je parle surtout du modèle des motivations, en tout cas des tendances motivationnelles, puisque personne n'est enfermé vraiment dans des boîtes, mais on a quand même chacun des tendances motivationnelles, et que quand on arrive à exprimer ces tendances, on est vraiment dans l'épanouissement, l'énergie, la joie, la facilité, l'aisance. C'est très en lien avec la phrase de Confucius, je pense, qui dit « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie ». C'est vraiment là, au cœur des motivations primaires, c'est vraiment ça le but. Et concernant ces motivations primaires, alors dans le livre, on explique qu'il y a des motivations intrinsèques et extrinsèques. Est-ce que tu pourrais Est-ce que tu pourrais nous les expliquer, s'il te plaît? Donc les motivations intrinsèques, c'est des tendances très très ancrées, très profondes, qui s'impriment dans un jeune cerveau, on va dire. Donc c'est les premiers mois, en gros, de la vie d'un petit bébé. Et donc, ce sont des tendances qui sont très profondément ancrées et qui, souvent, sont définies comme nos personnalités. Mais bon, voilà, je pense que rien n'est irréversible et que ça reste des tendances, même si elles sont fortes. Et donc, dans les motivations primaires, elles sont source de plaisir, d'épanouissement, de talent, et elles viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, elles sont vraiment autonomes. Alors que les motivations secondaires, c'est tout ce qu'on a appris. Donc on a appris à ranger sa chambre, on a appris à avoir des cahiers en ordre, on a appris à faire des efforts, on a appris plein de choses qui sont vachement utiles. Mais ce n'est pas un ressort aussi intrinsèque que ce qu'on appelle les motivations primaires ou intrinsèques. Ok. Donc ces motivations sont influencées par des injonctions quelque part. Je dois et pas j'ai envie de faire quelque chose. C'est Exactement, ça la ouais. différence? La grande différence, c'est qu'en motivation primaire ou intrinsèque, c'est ça m'éclate, j'ai envie, j'aime. Et quand on demande mais pourquoi, ben on ne sait pas très bien répondre parce que ça m'éclate, parce que j'aime. Et on observe qu'on a plus d'énergie après qu'avant. Alors que dans les motivations secondaires, c'est plus il faut, je dois, ça se fait pas. C'est toutes les valeurs qu'on va mettre en avant ou incarner ou dire en fait beaucoup. On va beaucoup dire que on a fait quelque chose en motivation secondaire parce que ça nous a coûté. Tu vois, si moi j'escalade le mont Everest face nord, je vais beaucoup le dire parce que ça m'aura coûté. Mais il y en a que ça éclate et ils le disent même pas. Ils disent ah bah oui moi by the way pendant mes vacances j'ai fait de l'escalade. Mais voilà pour eux ça les éclate. Et pourquoi est-ce un sujet qui est assez principal finalement dans votre livre coécrit avec Diane Thibault? Parce que là on parle de vraiment dans l'éducation de la tolérance. Parce que en tant que parent on a nos propres motivations intrinsèques et extrinsèques, donc primaires et secondaires. Et parfois, nos enfants, ils ont des motivations différentes. Et ce qui arrive souvent, ce qu'on observe, c'est que soit il y a des agacements sur les motivations intrinsèques de nos enfants. Donc, par exemple, il y en a un qui est dans le mouvement et moi, j'ai une motivation qui est très structurée. Je vais être agacée par cet enfant qui bouge tout le temps. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est vraiment pour prendre conscience qu'il faut tout pour faire un monde et qu'on peut tous s'épanouir de manière très, très différente. Et aussi de veiller à pas casser la motivation intrinsèque d'un enfant, mais de la valoriser, enfin de valoriser le plaisir. Donc si par exemple on a un petit garçon qui adore jouer au foot parce qu'il adore courir, être avec ses potes, c'est plutôt de valoriser le plaisir qu'on a vu en le voyant courir derrière ce ballon que les goals qu'il aurait marqués, parce que ça c'est très lié au résultat. D'accord. Et ce que les parents font, c'est qu'ils valorisent le résultat. T'as bien joué à la guitare ou t'as bien joué au foot. Donc l'enfant va lier ce qu'il fait naturellement à une reconnaissance ou une valorisation du résultat de son action. Et donc ça c'est dommage parce que en fait aucun humain n'a besoin d'être encouragé dans ses motivations primaires puisqu'elles sont là. Donc si on laisse un enfant pousser tout seul, c'est ce qu'il y a eu le post-68, là, on laissait un peu les enfants
pousser tout seul, ben, les enfants, ils s'éclatent dans leur motivation intrinsèque. Bon, ça génère d'autres problèmes, parce s'ils ne sont pas recadrés, ça génère des problèmes peut-être d'abus. Mais en termes de motivation, vraiment, ben, c'est de laisser l'enfant être qui il est. Et bien sûr, de lui apprendre à être adapté aussi à notre société, mais Bien sans sûr. casser qui il est. Et cela signifie bien évidemment que dans notre éducation, il faut mettre des limites aux enfants, bien Bien évidemment. Ça ne sûr. veut pas dire comme toutes ces pensées qu'on peut trouver sur la pensée Montessori, etc. Ça contredit tout à fait en fait ce que vous démontrez dans les livres. Ben, ça dépend, parce que Montessori, enfin, je pense que dans les pédagogies alternatives, il y a un cadre. Mais le cadre est peut-être plus large, et donc il y a peut-être plus d'espace d'épanouissement. Et peut-être qu'il y a une tendance à pas recadrer certains comportements, ce qu'il y a peut-être dans d'autres pédagogies. Mais donc, c'est deux choses différentes. En fait, il y a le fait de laisser un enfant, de lui donner un espace d'épanouissement et de le cadrer, bien sûr, parce qu'on reste des petits mammifères qui marquons notre territoire si on n'est pas cadré. Mais donc, il y a ce concept-là, et je pense que les pédagogies alternatives offrent peut-être parfois plus d'espace. Et en même temps, il y a toute l'éducation. Parce qu'un enfant qui n'est pas éduqué, il mange plutôt avec ses doigts, il se lève 15 fois sur un repas, et c'est de lui dire, ok, pourquoi pas, mais si tu as envie d'être réinvité chez tes petits copains, voilà comment il faut se comporter. Donc il faut manger avec des couverts, il ne faut pas se lever plein de fois, il faut dire merci, il faut débarrasser son assiette. Tout ça, c'est des codes. Et par rapport à ces codes, comment est-ce qu'on peut faire preuve d'un peu plus de tolérance et finalement favoriser une éducation qui est bien plus empathique et bienveillante en tant que parent? Mais donc, c'est de pas, en fait, d'avoir un discours valorisant pour la motivation primaire, et en même temps être pédagogue, puisque un enfant a besoin d'adultes autour de lui, parce que autrement il pousse tout seul et bon, voilà, il va s'éclater, mais enfin il va pas être très éduqué. Et donc c'est vraiment de dire, moi je suis là pour que tu sois la meilleure version de toi, de manière adaptée dans la société dans laquelle on vit. Et à partir de quel âge est-ce qu'un enfant développe ses motivations? Ben, les motivations primaires, elles sont là depuis le berceau. Donc vraiment tout petit. D'ailleurs, on voit chez les tout petits bébés, on les voit déjà, les motivations. Il y en a qui gesticulent comme des asticots, il y en a qui sont des petits bébés Bouddha qui ne bougent pas, il y en a qui veulent tout faire tout seuls déjà à 1 an. Enfin, donc c'est déjà assez visible. Et puis après, toute la vie, on s'éduque. Et par rapport à ça, donc pour reconnaître les motivations chez son enfant, il faut reconnaître ses motivations à soi. Et quel travail est-ce qu'on fait exactement pour y arriver? Ben donc les questions clés, c'est, en tout cas en tant que parent, c'est quel parent j'ai envie d'être ou j'aime être. Parce que souvent il y a de la culpabilité, hein, surtout avec tous les réseaux. On voit que tous les autres parents, ils ont l'air plus chouettes que nous. Et les autres parents, ça a l'air d'être cool avec leurs enfants. En fait, on ne voit pas la réalité. Et donc, moi, je me rappelle, je me disais, j'aime pas jouer, moi. Jouer aux cartes, jouer aux jeux de société, ou même jouer physiquement. Mais je me disais, il faut que je joue. Parce qu'une bonne maman, ça joue. Mais en fait, non. Moi, je préfère partager des moments ou faire des activités, mais pas spécialement jouer. Et donc, quand je me suis vraiment appropriée et intégré mes motivations primaires et intrinsèques, j'ai pu être la meilleure version de moi en tant que mère. Et voilà, et parfois, je faisais des choses que je n'aimais pas, hein, mais c'est en conscience, en fait. C'est dire, voilà, je vais faire quelque chose que je trouve utile. En fait, c'est passer de il faut, je dois à je choisis. Donc, je choisis de faire ça. Bon, je choisis de jouer, par exemple, mais parce que j'ai un objectif derrière le jeu. Un objectif pédagogique ou un objectif autre. Mais c'est mon choix. Donc, c'est pas parce qu'il faut jouer que je joue, c'est parce que je choisis de jouer. Ok, donc c'est de cette manière-là, vers cette connaissance de soi, que on se dirige vers un épanouissement personnel et parental. C'est Exactement. ça? Ouais, Ok, exactement. Ouais. Et d'accord. là, on a beaucoup de plaisir à être parent dans ses motivations primaires. Ouais. Ok. Et alors, dans le livre, vous vous appuyez sur l'approche neurocognitive et comportementale. En quoi est-ce que cette approche permet à un individu et à un parent de travailler cet épanouissement? Mais justement, cette approche, c'est une des seules approches qui
fait la différence entre les motivations intrinsèques et extrinsèques, entre les motivations primaires et secondaires. Et par exemple, quand on envoie un CV, bah, il y a toutes les compétences, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on a appris. Donc vraiment. Et enfin, en tout cas, à mon époque, il y avait un paragraphe sur les hobbies. Et pour moi, un embauche, en tout cas un processus d'embauche, le plus important, ce sont les hobbies. Parce que c'est là où on va voir les motivations primaires de la personne. Pas tout ce qu'elle peut faire, parce que peut-être qu'elle peut le faire, mais que en fait, ça la fatigue, ça ne l'épanouit pas. Et là, ça va être moins pérenne comme motivation que si c'est vraiment dans ses motivations primaires. Qu'est-ce qui se passe en grandissant en tant qu'adulte, quand on se rend compte finalement qu'on est un peu à côté de la plaque et qu'on se rend compte que ce qu'on fait et ce qu'on pensait aimer n'est pas du tout ce qu'on aime? Mais là, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, un peu. Donc ça, qu'on peut faire à 20 ans. Hein, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est j'ai toujours fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Ben, il faut que je fasse des études, il faut que je fasse ça, il faut que je trouve un job, il faut que je me marie, il faut que j'achète un appart. Enfin, il faut. Et puis tout d'un coup, je prends conscience que en fait, tout ce que je fais, ça m'amuse pas. Et ça me fatigue, et je commence à avoir des symptômes plutôt physiques, hein, de fatigue, de démotivation. Et donc là, bah, certains individus, en tout cas, passent par une crise où ils se disent, mais en fait, c'est pas la vie que j'ai envie d'être, et ils changent complètement d'orientation. Donc, parfois, il y a des avocats qui deviennent menuisiers, enfin, ça peut être complètement à 180 degrés. Et alors évidemment, l'entourage est un peu surpris puisque c'était pas tellement ce qui était prévu au programme. Mais pour la personne, c'est vraiment un retour à ses motivations primaires. Et donc, pour éviter ces crises, c'est important de rester en contact avec ses motivations primaires. Comme ça, on n'a pas besoin de faire de crise puisqu'on reste fidèle à ses motivations primaires. Donc, par exemple, quand j'accompagne, que ce soit un adulte, à chercher un job, euh, ben on identifie d'abord ses motivations primaires, donc on fait tout un processus de recherche et de validation. Et puis, sur base de ça, on dit, ben, pour que tu puisses t'épanouir, tu as besoin d'un environnement qui fonctionne comme ça, tu as besoin de ça, de ça, de ça. Et le contenu, surtout aujourd'hui, le contenu s'apprend. Donc, c'est pas plus tellement ça qui est pertinent, c'est plutôt est-ce que l'environnement professionnel, donc la culture de la boîte ou l'environnement de l'équipe, va pouvoir m'épanouir dans mes motivations primaires? C'est vraiment une question importante. Je prends quelqu'un, elle dit, ben moi, du moment que je m'entends bien avec mes collègues et qu'on rit et qu'on passe des bons moments, je suis heureuse et je me réjouis d'aller bosser. Je m'en fous un peu de ce que je fais en termes de contenu. Ok. Donc il est important dans son travail d'identifier un peu ce qui nous motive à aller au travail et ce qui rend le travail finalement moins pénible. Ouais, C'est ça? Faire un épanouissement plus personnel, c'est ça? ouais, tout à fait. Et sur le côté, alors, ça veut dire que dans sa vie privée, il est très important d'exprimer ces motivations-là qu'on enfuit depuis longtemps. Ouais, dans ses hobbies, donc en fait, il y a des personnes qui n'ont jamais euh, refoulé, ou en tout cas pas exprimé leur motivation primaire. Depuis qu'ils sont tout petits, ils s'éclatent dans leur motivation primaire et ils sont éduqués. Et puis il y en a qui, très jeunes, ont compris que l'expression de leur motivation primaire, c'était pas bienvenu. Et donc ils ont un peu mis ça de côté. Et donc, tout le travail de connaissance de soi, c'est ben, en fait qui je suis, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui m'éclate. Et donc, il y a des questions du genre, ben, quel genre de petite fille ou petit garçon tu étais, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit, qu'est-ce qu'on dit de toi. Parce qu'en fait, nos motivations primaires, elles sont comportementales. Donc, en fait, tout ce que les gens nous renvoient, disant ah ben oui mais toi qui es si organisé, et puis nous on a l'impression que c'est normal. Ben non, c'est pas normal, tout le monde n'a pas ce sens de l'organisation par exemple. Et donc on fait une exploration, et puis sur base de ça on essaye de voir comment épanouir soit professionnellement soit dans ses hobbies. Et si une personne n'a pas le temps, ou elle prétend ne pas avoir le temps, qu'est-ce que tu penses de cette idée de ne pas avoir le temps pour ses hobbies? Ben, je pense que de toute façon tout ce qu'on fait on le fait avec notre être et donc nos motivations intrinsèques. Et donc, on n'a pas besoin de temps pour exprimer. C'est vraiment comment est-ce que, si je prends un bête exemple qui est de préparer un repas, c'est pas préparer le repas, ça c'est le contenu,
mais c'est avec quel état d'esprit, avec quelle énergie je vais préparer ce repas. Est-ce que j'ai besoin de musique? Est-ce que j'ai besoin de solliciter quelqu'un pour venir préparer ce repas avec moi? Est-ce que je vais suivre scrupuleusement une recette? Est-ce que... il y a plein de façons de préparer un repas. Et en fonction de nos motivations primaires, la façon va être différente. D'accord. Mais le résultat, c'est le repas préparé. Mais si je ne prends pas conscience de ça, je pourrais préparer un repas en râlant, en disant « j'ai pas envie de préparer ce repas, ça me gonfle, j'ai envie de faire autre chose ». Alors qu'en fait, je pourrais préparer ce repas, mais avec du plaisir et donc de l'énergie. Ça me rappelle une discussion qu'on avait eue à propos des enfants. Et donc, tu m'avais dit que, par exemple, une bonne manière de laisser ses enfants se préparer pour l'école, c'était en fonction de leur mode de fonctionnement. Eh bien, pour l'un, ça va être, tu as toute cette chanson pour mettre tes chaussures et aller dans la voiture. L'autre qui va être peut-être un peu plus dans l'organisation et plus les injonctions, ça va être plutôt des règles, etc. D'autres, ça va être, je sais pas, une autre activité créative. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tout à fait. Mais donc, c'est ça la difficulté d'être parent quand on a plusieurs enfants et quand ils n'ont pas tous les mêmes motivations et surtout pas les mêmes que nous, c'est de pouvoir s'adapter. C'est de dire, avec un enfant, je vais lui lancer un petit défi, comme ça je suis sûre qu'on part à temps. Un autre, je vais le réveiller 1 heure plus tôt, parce que comme ça, il peut traîner, manger son petit déj à l'aise. Mais donc oui, ça demande beaucoup d'adaptation. Et cette adaptation, est-ce que tu penses que il est un peu trop tard pour certaines personnes ou pour certains parents de l'entamer? Non, je pense que c'est jamais trop tard. Parce que les motivations primaires, elles sont toujours là. On en a entre 2 et 4 par individu en moyenne, hein, c'est un peu la courbe de Gauss. Et donc, c'est rare quand il n'y en a aucune qui est épanouie. Il y en a toujours au moins une qui sort du lot. Et il n'est jamais trop tard pour les exprimer, parce qu'elles sont là. En fait, elles ne s'abîment pas, elles sont juste dormantes, mais il faut les réveiller. Et comment faire preuve de plus de tolérance par rapport à cette acceptation, au fait de reconnaître que ces enfants, parfois, sont différents, bien différents de nous? Mais c'est vraiment de comprendre que le plaisir qu'on ressent quand on est dans l'expression de ses motivations primaires est le même pour tout le monde, il est universel. Donc celui qui s'éclate à, je sais pas, jouer un instrument de musique, c'est le même plaisir que celui qui va, je sais pas, faire de l'escalade ou s'entraîner pour un marathon. Donc le plaisir est le même, mais l'activité va être différente. Et donc c'est vraiment de dire, dans la tolérance, c'est le plaisir que toi tu as à faire ça est le même que le plaisir que moi je ressens à faire autre chose. Et l'activité n'est pas la même. C'est pour ça que le problème, c'est qu'on prend notre cas pour une généralité. Et comme nous, ça nous éclate de faire quelque chose, on a l'impression que ça éclate tout le monde. Mais en fait, non. Et donc, c'est de respecter les domaines de plaisir de chacun. Donc il est super important de communiquer avec ses enfants. On peut très bien leur poser la question. Ils ne sont pas, enfin, je veux dire, Voilà. stupides ou autres. Ils peuvent très bien répondre et donner des informations à propos d'eux-mêmes. Oui, d'accord. Tout à fait, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un petit test, mais super simple, hein, c'est que des additions, donc l'algorithme n'est pas très compliqué. Mais c'est une opportunité de faire ça en famille et de dire, ah tiens, toi tu aimes faire ça, ça c'est intéressant, moi je pensais que justement tu aimais faire ça. Donc même si c'est pas tout à fait correct, mais ça permet de discuter autour des plaisirs de chacun. Je t'enverrai le lien. Bien sûr. Donc ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas proposer de nouvelles activités à ses Bien enfants, sûr. comme une balade en forêt le dimanche, parce que tout le monde a congé. C'est pas pour autant qu'il faut interdire ou plutôt forcer. Non. Au contraire, c'est dire, ah ben tiens, on va faire un grand pique-nique en forêt. Je vais tenir compte des motivations primaires de un de mes enfants qui adore courir, jouer. Donc je vais prendre un ballon et des jeux comme ça. Et puis, je vais prendre un jeu de société pour un autre enfant qui préfère être assis et plutôt jouer aux cartes. Donc, et puis, je vais faire un super bon repas pour un autre enfant qui adore manger. Donc, ça peut être très varié en termes d'activité, mais on partage quand même le même pique-nique. Bien sûr. Donc, toutes ces idées-là renforcent l'estime et la personnalité de l'enfant, tout comme cela renforce l'estime et la personnalité en tant que parent. Tout à fait. Ouais. Chacun est bien là où il est et personne veut que l'autre soit comme nous on voudrait. Je donnais souvent l'exemple, il y a 2 métaphores, c'est qu'on ne fait pas aboyer un chat
Donc si on a un chat, ben, notre rôle de parent, c'est de faire en sorte qu'il puisse miauler le mieux possible, mais pas de le faire aboyer, parce que là, tout le monde est perdant. Et l'autre métaphore que j'utilise aussi, c'est que si on a un gland, donc on aura un chêne, ben, de vouloir en faire un saule pleureur, ça va être compliqué. Mais il y a des parents qui restent braqués en disant non, je veux un saule pleureur. Et ils ont un énorme chêne. Et donc, pour le chêne, il est un peu en disant zut, je ne corresponds pas aux attentes de mes parents. Et toute l'énergie qui est mise à tordre les branches du chêne pour essayer qu'il ait le look du saule pleureur, c'est beaucoup d'énergie. Donc finalement, ce travail et cette connaissance de soi, ce serait un chemin entamé avant la naissance de nos enfants. Dans l'idéal, il faudrait que ça s'apprenne à l'école. Il y a un peu des cours en cinquième réto d'orientation, de connaissance de soi, de dire tiens, quelles sont les études que j'ai envie de faire, pour quel genre de métier. Alors il y en a pour qui c'est évident, parce que depuis tout petit, ils veulent être, je sais pas, médecin, parce que c'est clair, mais il y en a d'autres, ils ne savent absolument pas. Mais donc il y a quand même des cours de connaissance de soi, je pense, en tout cas dans certaines écoles. Et toi aussi, tu accompagnes du coup des jeunes parents par rapport à cette conscience-là? Ouais, des jeunes parents, mais les jeunes parents, ils sont moins confrontés aux problèmes de motivation parce qu'ils ont des bébés ou des petits. Donc eux, c'est soit des problèmes d'autorité, donc ça c'est plus sur le recadrage, reprendre la main sereinement, ça c'est mon autre livre là, l'autorité parentale autrement. Donc ça, il y a beaucoup de parents qui sont vraiment démunis face à des jeunes enfants ou ados qui sont vraiment réfractaires à l'autorité. Et dans les motivations, ça marche aussi très bien pour les couples. Donc oui, c'est chouette de voir l'autre différent et en même temps de pouvoir se retrouver quelque part. Mais c'est plutôt riche pour les enfants d'avoir des parents qui n'ont pas les mêmes motivations primaires, puisque il y a plus de variété en fait, de manière d'être au monde. Parce que si, je sais pas, les deux parents sont ultra sociables, ils adorent avoir des humains autour d'eux. S'il y a un enfant qui est un petit intello qui adore faire des maths et des algorithmes et résoudre des problèmes, d'abord les parents vont être inquiets en disant notre enfant il a vraiment un problème. Non, il est juste motivé par autre chose. Et pour l'enfant, c'est pas très riche. Il a que des parents où il y a une forte sociabilité, mais il n'y a pas autre chose à proposer. Donc c'est chouette la variété, la richesse. C'est pour ça que je dis souvent aux parents, pardon, mettez vos enfants en contact avec un maximum d'individus, adultes ou enfants, parce que comme ça, ils ont vraiment toute la palette de la manière d'être au monde et à l'autre. Et alors, tu as parlé d'autorité. Est-ce que c'est l'un des signes avant-coureurs qu'il y a ce problème, en tout cas au niveau de la motivation chez l'enfant? Non, c'est vraiment un autre territoire cérébral qui gère le rapport de force. Les problèmes d'autorité, on va dire en gros que c'est plutôt des enfants et des ados qui sont dans le rapport de force. Et donc ça, c'est vraiment un autre territoire. Celui-là, c'est vraiment le territoire des apprentissages, donc territoire émotionnel, même si c'est un apprentissage très précoce, mais c'est quand même des apprentissages, alors que le territoire grégaire, il est plus animal, plus instinctif. Mais il y a les deux. Donc, même un enfant dominant qui occupe tout l'espace territorial, il a aussi des motivations. Et donc, c'est quand même utile de pouvoir utiliser ces motivations pour en faire un allié plutôt que d'aller contre et de générer beaucoup de tensions. Bien sûr. Et surtout, les enfants fonctionnent sur base de mimétisme. Donc, quand ils sont petits, comme tu avais dit tout à l'heure, est-ce que ce serait intéressant aussi pour le parent, dès le plus jeune âge, vraiment d'explorer plein d'environnements différents ou faire des tests, plein de choses? À quel point est-ce que ça peut impacter l'enfant? Je trouve que, en tout cas, quand je vois par rapport à ma génération, nous, on avait quasi aucune activité extrascolaire. On rentrait de l'école à pied, puis on partait avec nos vélos et on jouait dans le quartier. Donc, j'ai jamais été envoyée à gauche, à droite pour des activités extrascolaires. Et ici, je trouve que ça commence très tôt. Moi, j'ai des parents qui ont des petits de 4-5 ans qui ont déjà un agenda de ministre. Okay. Donc, je pense inversement, c'est pas inversement, c'est chouette de stimuler son enfant pour voir à quoi il accroche. D'accord. Et en même temps, c'est vraiment chouette de lui donner du temps pour qu'il puisse
connecter avec cette motivation intrinsèque. Donc, l'ennui, par exemple, quand moi mes enfants me disent ah, je m'ennuie, c'est une super nouvelle. C'est trop bien, ennuie-toi. Et c'est dans l'ennui que tout d'un coup, hop, on se branche sur une motivation primaire, on n'entend plus rien. Et là, on va voir ce qui se passe. Et en fait, ils construisent un truc. Donc, l'ennui est un moment de creux pour pouvoir, comme un espace-temps, pour pouvoir retourner à ces motivations primaires. On pourrait même finalement s'ennuyer avec eux pour être connecté aussi à soi. J'imagine que les motivations aussi varient en fonction de nos périodes de vie. Et aussi, comme Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, en fonction de nos environnements, des phases, il y a des phases durant lesquelles on pourra moins exprimer ces motivations-là, j'imagine. tout à fait. Tu vois, il y a un parent qui, toute sa vie d'ado et de jeune adulte, a bourlingué, a fait le tour du monde, sac à dos, et bah, il se retrouve avec 2, 3 enfants, il est un peu coincé à la maison, et donc il peut plus faire l'activité qui l'épanouissait, mais il a toujours cette motivation en lui. Donc il peut l'exprimer autrement, à travers des jeux, à travers on peut voyager sans quitter son foyer, en fait, hein. On peut voyager à travers des photos, des, comment on appelle ça, des émissions, enfin des reportages, et d'initier ses enfants à ces voyages sans partir. C'est Donc très beau ce que tu as dit. Ouais. ça, c'est possible. D'accord, donc bien plus inclure nos enfants dans nos activités finalement du quotidien. Ouais. Ok. Et finalement, au niveau cérébral, au niveau neurologique, il y a le rôle quand même de l'hippocampe et de l'amygdale et des autres fonctions cognitives qui sont quand même très importantes chez l'enfant dans son développement émotionnel. Mhm. Du coup, à quel point est-ce que la motivation va être impactée ou impactée Mais je pense que la motivation, c'est vraiment le cœur du plaisir. Et justement, le cerveau et toute la neurochimie est très réceptive au plaisir. Oui. Parce que un enfant qui a du plaisir à apprendre apprend mieux qu'un enfant qui est sous stress. Par rapport à cette idée que notre enfant nous ressemble, c'est une idée qui vient bien avant qu'il vienne au monde. Mhm, On a l'idée et l'idéal de notre enfant et comment est-ce mhm. qu'on peut travailler cette idée-là? Ben, déjà, il y a quand même une dimension génétique aux motivations primaires. Donc, on dit souvent la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, mais parfois pas. Par exemple, moi, sur mes 2 enfants, ben, il y en a un des deux, vraiment, je ne sais pas d'où il sort. Il n'a rien en commun avec mes motivations primaires. Et alors, voilà, ça date. Enfin, il a quand même des motivations primaires communes avec son grand-père paternel. Mais donc, pour moi, heureusement qu'il me ressemble physiquement, parce que je me dis, on l'a échangé à la maternité, parce qu'il n'a vraiment rien à voir avec moi, ni avec son père. Et, euh, et donc, c'est plus facile d'éduquer un enfant avec qui on a des affinités en termes de motivation que d'éduquer à tes souhaits, que d'éduquer un enfant avec qui on n'a aucune affinité, puisqu'on le regarde en disant mais d'où il sort. Et donc, je sais qu'au début, j'ai vraiment dû faire des efforts de rentrer dans sa logique. Mais une fois qu'on rentre dans sa logique, on rentre dans un autre monde. Et donc ça, c'est vachement riche aussi. Mais c'est lui qui me recadrait, hein, parce que je dis oui, c'est important. Donc il est très autonome, lui. Il n'a pas besoin des autres humains pour s'épanouir. Et donc je dis oui, mais c'est important de rencontrer des gens. Il me dit bah, c'est important pour toi, mais pas pour moi. Moi, ce qui est important, c'est de comprendre le monde. Voilà. Mais donc il a raison. Et donc c'est vraiment d'avoir cette tolérance dont tu parlais, de dire on est tous différents et toutes les motivations primaires sont chouettes, nécessaires, épanouissantes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Est-ce que ce travail peut amener ou déboucher sur un épuisement émotionnel parental? Je pense qu'il n'y a pas d'épuisement parental si le parent est dans ses motivations primaires. Parce que là, il a plein d'énergie. Donc, on dit que le plaisir, c'est vraiment la seule manière de renflouer son compte énergie. Donc, quand tu es un peu raplapla, même fatigué physiquement, la seule façon de te redonner un kick d'énergie, c'est faire une activité qui t'éclate. Et là, même fatigué, même en ayant passé une mauvaise nuit, bah, tu vas te sentir full énergie. Donc, non, justement, c'est une manière de protéger le parent du burn-out parental, c'est oui, de l'éduquer, en tout cas, ou de lui apprendre à être dans ses motivations primaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'épuisement parental?
Alors, l'épuisement parental, c'est un facteur, il y a plein de facteurs en fait. Il y a d'abord le parent qui est plus en contact avec ses motivations primaires, donc qui est vraiment fatigué, il fait que des choses qu'il n'aime pas faire. Ensuite, il y a aussi beaucoup la pression sociale. Il a l'impression d'être nul parce que tous les autres parents ont l'air de mieux gérer, et donc tout ce qui est réseau social, ça n'arrange rien. Il y a aussi, comme tu disais, moi je m'attendais à avoir un enfant comme ça et j'ai autre chose. Donc il y a aussi la déception, donc le deuil de l'enfant que j'ai envie d'être et le deuil du parent que j'ai envie d'être. Donc moi j'ai pas envie de crier sur mes enfants et j'arrête pas de crier. Donc il y a un mélange de culpabilité, d'épuisement. Donc c'est assez complexe. Et, euh, et donc une des manières de sortir le parent de son épuisement, c'est le contact avec ses motivations. C'est aussi dédramatiser. Ah bah oui, voilà, c'est pas très grave si les enfants n'ont pas des légumes bio tous les jours au repas. Voilà, on peut un peu lâcher prise. Donc de prendre du recul sur plein de choses, donc de diminuer le stress. Ouais. Et de prendre conscience que tous les parents ont des difficultés, tous les parents de jeunes enfants sont fatigués parce qu'ils sont réveillés 3 fois par nuit, tous les parents s'énervent sur les enfants. Donc c'est de retrouver notre humanité commune et de ne pas croire qu'on est le seul à galérer. Et qui allait voir finalement pour discuter de tous ces challenges, ce challenge d'être parent finalement. Il y a, en tout cas par rapport à l'épuisement, j'ai fait une formation à l'UCL sur le burn-out parental. Et donc là, il faut vraiment taper burn-out parental et il y a plein de ressources, plein de choses. Donc en tout cas, les parents qui sentent qu'ils sont un peu sur le fil, je trouve que c'est vraiment chouette d'aller chercher de l'aide là parce qu'il y a énormément de choses qui existent et d'aide. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'école pour parents. Enfin, il y avait à un moment donné l'école des parents, je crois, mais et comme on n'apprend ni ça à l'école, ni enfin nulle part en fait, euh, oui, je pense que c'est à travers des livres ou des échanges ou voilà, des essais-erreurs, de dire qu'on fait du mieux qu'on peut et vraiment quand on a une difficulté, d'aller chercher des ressources pour sortir de cette difficulté. Voilà, en gros. Mais c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas, il y a pas vraiment un endroit, ou en tout cas des personnes qui disent ah nous, on va C'est ça. vous aider dans votre parentalité. Bon, il y a plein de coachs Ouais, parentaux, moi j'en ai formé plein. Donc il y a des ressources, mais il faut chercher, et c'est ça ça. coûte. Ouais. Il faut en trouver. Et j'imagine aussi que les jeunes parents, par exemple, qui sortent de l'hôpital, ne reçoivent pas toutes ces informations-là. Non, Non. Et même pendant les 9 mois de préparation, peut-être que certains couples ou parents, ouais, futurs parents, s'occupent plus du berceau et de la taille du berceau que plutôt finalement le développement de l'enfance, qui est ouais, un sujet quand même super important. Est-ce que tu penses que comprendre permet aussi de prévenir certains comportements ouais. en tant que futur parent? Je pense que comprendre, c'est vraiment la première étape. Après, c'est pas parce qu'on comprend qu'on change. Après, il faut mettre en pratique. Donc, c'est pas parce que je comprends comment il faut jouer du violon que je suis enfin, bonne à jouer du violon. Pour devenir bonne, je dois avoir des milliers d'heures de pratique de violon. Mais déjà, comprendre comment fonctionnent les cordes, les notes, oui, la compréhension, c'est quand même la base. Ouais. Et j'imagine que ça se fait déjà enfin, le plus tôt possible. J'ai l'impression, en tout cas, par exemple, j'aspire vraiment à être mère et aussi avoir des enfants, à être parent un jour. Et je me dis que finalement, utiliser cette approche de connaissance de soi Mhm. à l'heure actuelle, observer finalement ce qui se passe dans ma vie et mon développement, c'est aussi une manière de me préparer à être parent parce que Bien sûr. un jour mes enfants, Mhm. j'espère en avoir, passeront par cette phase de la vingtaine, Ouais, passeront par l'adolescence, etc. Et je me dis, par exemple, le simple fait d'avoir des journaux intimes, c'est une marque qui est assez, mhm. enfin, j'ai l'impression en tout cas, hyper importante parce que ça peut nous rappeler certaines choses. Et puis même, Mhm. le simple fait de savoir que, ici, par exemple, j'éprouve très peu de tolérance envers les autres, mon ouverture d'esprit est à travailler, je trouve que c'est déjà quelque chose qui est hyper important en tant que futur parent, en Ouais, tout cas, parce que c'est pas impossible, c'est pas juste cette idée que je peux souvent entendre qui est devenir parent, c'est que sur la pratique, c'est quand l'enfant est là qu'on apprend à l'être. Et je me dis, j'imagine, je suppose, en tout cas je ne suis pas encore parent, mais j'en ai eu. mhm.
je me dis, il y a cette part de vérité, mais également cette Ouais. part qui est un peu... Ben oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout éduqué à la connaissance de soi, la gestion de soi, et on a quand même une forte tendance à dire, ben, je suis comme ça, et C'est clair. voilà. Ouais. Alors que je pense que tout s'apprend, tout ce qu'un humain peut faire, tous les humains peuvent le faire. Et donc, c'est de continuer à se laisser inspirer par certaines attitudes et de dire, bah, pourquoi je me priverais d'avoir cette attitude. Et donc, en tant que parent, de dire, ah ben tiens, j'ai passé l'après-midi, si j'ai une copine, je trouvais qu'elle était vraiment chouette avec ses enfants, ah ben, je vais faire ça aussi. Parce que, en fait, ça, c'est tout à fait possible, mais on a des croyances que, ah ben non, c'est pas moi, c'est pas Bien naturel. sûr, oui. Mais à part respirer, rien n'est naturel. Tout ce qu'on fait, on l'a appris. Donc pourquoi pas continuer à apprendre toute sa vie? Exactement, et puis surtout ne pas avoir de honte parce que chacun a ses défauts, vit avec ses Mhm. défauts, et enfin, ça peut être aussi bête que s'apercevoir qu'on crie souvent, qu'on s'énerve, et puis bah, se poser un instant et se demander bah, finalement, même si je suis énervée, je suis en colère pour X ou Y raison, ce n'est pas pour autant que je suis obligée de l'exprimer verbalement, par exemple. Oui, et puis ça s'apprend de gérer ses colères, parce que déjà, nous, on va avoir du mal avec la colère de notre enfant, mais on n'arrive même pas à gérer notre propre C'est ça. colère. Et donc, c'est vraiment de dire, bah, tiens, je vais commencer une démarche, mais pour ça, il faut être conscient. Il faut être conscient que bah, quand l'émotion arrive, bah, on ne sait pas très bien quoi faire avec cette émotion. Mais donc, un jeune enfant non plus. Et C'est ça. pourtant, on va s'énerver sur lui parce qu'il fait une crise de colère. Alors nous, on fait aussi des crises de colère. Bon, elles sont un peu plus lissées qu'un jeune enfant, mais c'est la même chose. Mais donc tout ça, c'est très, oui, c'est très intérieur comme travail, et il n'y a pas de programme pour apprendre ça. Mais Je donc me c'est dis, grâce à des podcasts comme tu fais, des livres, enfin, il y a de plus en plus hein, de gratuits c'est d'ailleurs, ça, ouais. des podcasts gratuits. Exact. Il y a voilà, plein de groupes sur Facebook avec des super conseils, des super bouquins. Donc il y a des choses qui se passent et qui sont disponibles, mais il faut quand même être éduqué Oui, à se dire, ah ben tiens, je vais solliciter. exactement. C'est vraiment l'éducation, c'est d'être au courant que ça existe. Et aussi bah, faire ce chemin-là, sachant que il ne faut pas commencer à un certain âge pour bah, apprendre à se connaître tout simplement, Non, mais au moins se rendre compte que, bah, par exemple, là j'ai 23 ans, bah, ça fait 23 ans d'éducation, ouais, de croyances, de représentations, ouais. d'injonctions, etc., que je dois parfois déconstruire et juste remettre en question. Mais ça veut pas forcément dire qu'en ayant des défauts, on est un monstre, on est un très très mauvais parent, etc. Je pense que d'un point de vue personnel, un parent qui se remet déjà en question, qui remet en question la manière dont il va éduquer son enfant et l'élever. C'est déjà énorme. Oui, c'est énorme. Enfin, Ouais. c'est... Ouais, c'est tout à fait énorme. Et c'est important aussi, parce que ça, c'est dans une des causes du burn-out parental, c'est la non-acceptation de ses imperfections. Donc, c'est vraiment de dire, bah, bien sûr, je suis imparfaite. Donc, je suis une mère imparfaite, je l'ai toujours été et je le serai toujours. Donc, je peux faire tout le développement personnel du monde, parce que les êtres humains sont imparfaits. Mais c'est d'accepter, d'accueillir ces imperfections et de se dire, bah tiens, je vais en tout cas essayer que le temps sur cette terre et ce que je vais transmettre à la génération suivante soit le plus joyeux et le plus oui, agréable possible. Bien sûr. Et surtout croire qu'il y a une issue, en tout cas si on a des enfants qui sont très différents de nous, la différence ne devrait pas nous éloigner. En tout cas si on vit dans la même maison, justement les différences peuvent nous rapprocher et Ouais, travailler cette tolérance justement par rapport à nos motivations aussi, tout à cette fait. résilience finalement. Ouais, Et enfin, c'est un super message aussi à envoyer à l'enfant finalement de lui dire bah, même si je suis ton parent et que je suis différent, ouais. tu as tout à fait le droit d'être la Qui personne tu que es. tu es. Ouais, Et ça renforce son estime pour qu'il soit prêt ensuite à aller dans le monde extérieur. ouais, C'est hyper important. Lui, il apprendra aussi aux autres enfants qu'il va côtoyer et ouais. ne pas oublier que finalement, ce sont des futurs éducateurs aussi qu'on est en train d'éduquer, La nouvelle nos enfants. génération. Ouais, Ouais, tout à fait. c'est ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait lire ce livre au cœur des motivations de l'enfant? Ben, en fait, c'est pour tout le monde, en fait. C'est pour les parents. Hein, donc, le livre est adressé aux parents. Donc, mais même si on n'est pas parent, enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais ça donne plein d'infos sur nos motivations à nous. Et puis alors, bon, plus tard, quand tu auras des enfants, tu peux dire, ah ben tiens, je vais aller rechercher les fiches et je vais un peu voir quelle motivation et tenir compte. Donc, on travaille beaucoup avec ce modèle avec les enseignants aussi. De dire, bah, tiens, comment je vais transmettre ma matière de cours en tenant compte des différentes manières C'est ça. d'apprendre aussi.
Et c'est travailler l'intelligence adaptative, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est d'ailleurs ce dont le livre parle, adaptative, pardon, ouais, qui est très essentielle dans tout type de pédagogie et d'éducation bah oui, oui, finalement. tout à fait. Je trouve ce livre très abordable et comme tu dis, ben, en tant que futur parent, en tant qu'étudiante en psychologie, Mhm. en tant qu'être humain, tout simplement, j'ai l'impression, une espèce de synthèse enfin, Ouais. qui est super abordable. Il y a des exercices aussi, Mhm. ça c'est super. Et comment vous les avez trouvés, ces exercices-là? Oh, c'est des exercices qui ont été développés par Jacques Fradin, qui est docteur en médecine et qui a développé ce modèle des Ok. motivations. Mais il a développé aussi tout le modèle dont on a déjà parlé sur le stress, sur l'instinct grégaire, enfin, donc tout ce dont on échange, c'est en grande partie basé sur ce modèle, ou inspiré en tout cas de ce modèle. Et si maintenant tu avais un message à partager aux futurs parents, quel serait ce message? Bah, de bien veiller à garder du plaisir. C'est le jour où ils se disent aujourd'hui j'ai eu aucun plaisir. Là, c'est vraiment la sonnette d'alarme et se dire ok, comment je vais remettre du plaisir dans mon quotidien. Ok. Ça va, ben, je te remercie en tout cas Catherine pour ce Merci à podcast toi. et à bientôt. Merci. Merci.